pendant qu'elle nous rejoint, puisque nous suivons cette manière de faire qui est de ne pas présenter exhaustivement nos orateurs, je rappellerai simplement que Tiffaine Samoyo enseigne à l'université Paris 3, mais qu'elle est romancière, qu'elle est essayiste, et que, bien sûr, mais vous le savez tous et toutes, elle a publié une biographie de Roland Barthes l'an dernier, qui est un livre majeur. Et je lui donne la parole sur un très beau sujet, qui est le rapport aux langues de Roland Barthes. Merci beaucoup. Oui, sujet peut-être apparemment un peu paradoxal, puisque Barthes avait un rapport assez discret aux langues étrangères. Il reconnaissait même parfois n'en parler aucune. Effectivement, il avait aussi fait ses études secondaires à une époque où on apprenait peu les langues étrangères. Il avait appris le latin et le grec, au point même d'avoir un rapport à ces deux langues presque qui correspondrait à un rapport à des langues vivantes. Mais il était fasciné par les langues étrangères et c'est sur cette fascination que je voudrais parler aujourd'hui. Parce que l'intérêt que Barthes porte aux langues étrangères ne concerne pas leur fonction habituelle ou principale, à savoir leur capacité à former des messages et à communiquer. Mais inversement, leur caractère étranger qui fait que le sens se dérobe. Que plus la langue est étrangère pour Barthes, plus elle s'entend, au sens où on entend une musique. Le sens s'y dérobe avec délicatesse. Le caractère oppressif de la langue, celui des évidences et des identités, s'amenuise. Ainsi, la langue étrangère peut aller jusqu'à faire fonction de langue magique, permettant d'accéder à une autre mobilité du langage, rapprochée de l'écriture, telle que Barthes la rêve. Alors, trois ensembles vont me permettre de déterminer, de cartographier ce rapport de Barthes aux langues. Bon, je parlerai brièvement de son rapport aux langues réelles, aux langues apprises, parce qu'il a quand même appris un tout petit peu les langues. Puis, j'aborderai ce chapitre des langues secrètes ou des langues magiques, des idiomes inconnus, pour reprendre une de ces expressions. Et enfin, je parlerai du français langue étrangère, où je montrerai que le travail mené par Barthes sur sa propre langue, afin de la sortir du stéréotype, des évidences, de la langue de bois, façon de résister pour lui au fascisme de la langue, vise à la rendre presque étrangère, rendre étrangère sa propre langue, en particulier par le néologisme. Donc ce premier chapitre des langues réelles ou des langues apprises est évidemment assez court. Malgré ses très nombreux séjours à l'étranger, il pratique peu. Il est toujours accompagné d'ailleurs d'universitaires qui parlent sa langue, qu'ils soient au Japon, en Chine, en Angleterre. Alors malgré tout, il fait quand même un peu d'allemand et d'anglais au sanatorium de Saint-Hilaire. L'avantage du Maroc, où il va très souvent, c'est que tout le monde y parle français, même les jeunes gens illettrés, mais il s'intéresse néanmoins à la langue arabe, je le montrerai. À force de se rendre en Italie, il finit par pouvoir y assurer une toute petite conversation courante. Et lors de la dernière intervention publique qu'il fait avant sa mort, à Bologne, lors d'une soirée d'hommage à Antonioni, il fait précéder son discours de quelques phrases d'amitié et de remerciement dans la langue de ses hôtes. Au retour de son premier séjour au Japon, en 1966, il apprend les rudiments de la langue et les archives conservent des cahiers très soignés qui comportent des listes de mots, montrant qu'il ne se contente pas d'une simple méthode de conversation. Il s'exerce aussi à la calligraphie japonaise avec un étudiant qui fait office de professeur. Pourtant, la découverte du japonais est précisément ce qui permet la transition entre ce chapitre des langues réelles, plus ou moins éclaircies ou sues, et les langues inconnues. Au Japon, on le sait, Barthes se trouve face à une langue et à une culture dont il ne connaît aucun code, et c'est ce qui va exercer sa grande fascination. Le travail sur la signification se déploie avec d'autant plus de liberté qu'il ne comprend pas. Et Barthes trouve enfin là cette langue du bord, cette langue de l'interstice, cette langue qu'on pourrait dire inhabitable pour lui, dans laquelle tous les jeux sont possibles. Et c'est là, d'une certaine manière, qu'il se libère de sa hantise de la parole.
Alors, il est intéressant de noter que la puissance défamiliarisante attribuée au japonais, qui permet, on pourrait dire, par la langue, de se sauver de la langue, Barthes en avait fait une première expérience avec l'allemand, et cela près de 15 ans auparavant. Alors, je vous l'ai dit, il avait appris l'allemand au sanatorium, enfin suffisamment pour pouvoir déchiffrer un texte, mais insuffisamment pour pouvoir vraiment parler la langue et la comprendre totalement. Et d'ailleurs, dans des interviews de la fin de sa vie, lorsqu'il il évoque un projet qui lui tient à cœur, qui serait d'écrire une biographie de Schumann, il dit qu'il n'a jamais entrepris ce projet d'écrire une biographie de Schumann parce qu'il ne connaît pas l'allemand. Alors, donc, on a les deux témoignages. Enfin, il est vrai qu'il l'a quand même un peu appris. Enfin, ce qui est intéressant surtout, c'est que, vous le savez, il a été fasciné en découvrant Brecht en 1954 à Paris. Or, cette découverte se fait à la faveur de la venue à Paris de la troupe de Brecht, le Berliner Ensemble, qui présente les pièces en langue allemande. Alors, est-ce que Barthes connaissait suffisamment l'allemand pour comprendre la pièce qu'il voyait jouer ? On peut douter, en tout cas, qu'il l'a compris entièrement. Et on peut imaginer que c'est la part d'étrangeté que conserve la représentation pour lui qui explique une part de la fascination ressentie. Et c'est intéressant de noter que le vocabulaire employé par Barthes dans ses premiers articles, les premiers articles sur Brecht, dans France Observateur, dans Théâtre populaire, ce vocabulaire est déjà celui de la révélation, de l'éblouissement. C'est le même mot qui est employé aussi pour le Japon. Donc le processus de démystification est produit bien évidemment par le procédé de la distanciation brechtien, par la mise à distance des objets, du spectateur et du spectacle, mais aussi, me semble-t-il, par l'éloignement de la langue. Barthes comprend la distanciation comme une forme de la défamiliarisation, mais et aussi, pour lui, cette mise à distance ne repose pas simplement sur des éléments d'intrigue ou de mise en scène, mais tient en grande partie à la langue, à la possibilité d'entendre la langue autrement, de l'entendre comme une musique, perception favorisée lorsque la langue est effectivement reçue ou perçue comme étrangère. Et à ce moment-là, au moment où il découvre Brecht, comme s'il avait l'intuition de ce que sera l'expérience ultérieure, Barthes fait référence au no japonais, en parlant de Brecht, pour faire comprendre l'abstraction nécessaire de l'acteur, alors que cet article précède donc de plus de 10 années son premier séjour au Japon. Ainsi, les langues étrangères, loin de limiter la liberté en enfermant dans l'ignorance ou dans l'incompréhension, peuvent au contraire augmenter cette liberté. L'incompréhension devient un don, plus qu'une gêne. C'est ce qui se passe avec Brecht. L'éblouissement survient en langue originale. Et lorsque Barthes assiste plus tard à des représentations en français, dans des mises en scène de Jean-Marie Serrault ou de Robert Planchon, il lui arrive d'émettre des réserves qu'il n'avait pas du tout lorsqu'il voyait Brecht jouer en allemand. Alors Barthes a, dans l'Empire des signes, des réflexions sur l'attrait puissant qu'exercent sur lui ces idiomes inconnus. Je cite cette phrase très célèbre, « Le rêve, connaître une langue étrangère, étrange, et cependant ne pas la comprendre. Percevoir en elle la différence, sans que cette différence soit jamais récupérée par la socialité superficielle du langage, communication ou vulgarité. » L'expérience, c'est tout à fait intéressant aussi, rejoint celle éprouvée au moment de la mort de son chien, invitant à penser les limites mêmes de la langue. Un fragment abandonné du Roland Barthes par Roland Barthes déplace cette affection du côté d'une réflexion sur le courage de l'animal. Barthes vient de dire sa détestation de la geste héroïque, et il ajoute « et cependant une sorte d'admiration pour notre chien lorsqu'il est mort. Cette mort nue, elle ne pouvait même pas choisir d'être silencieuse, puisqu'un chien, ça ne parle pas, m'a touchée. Tous les laïus stoïciens de mes versions latines me revenaient à propos de ce chien, purifié enfin de toute emphase, et pour ainsi dire de tout langage, il devenait crédible. » Donc il s'agit de purifier la langue de toute emphase et de tout langage,
pour qu'elles deviennent crédibles. Cette expérience de l'animal, de la mort de l'animal, est philosophique. Elle est aussi une réponse radicalement autre à la violence des langages. Plus la langue s'éloigne, plus la vérité a des chances d'advenir. La langue paternelle, son emphase et ses lois sont démises sous l'effet de l'intraduisible. Le réel se déplace et on peut avoir accès à un autre imaginaire du signe. C'est pourquoi l'amour aussi est souvent associé chez Barthes à la langue étrangère. S'il aime aimer à l'étranger ou des étrangers, ce n'est pas seulement pour la liberté que lui donne le fait d'être loin de chez lui, mais aussi parce qu'il s'y affranchit du poids des préjugés, des stéréotypes, de son corps même, grâce au décalage et aux découvertes que ce décalage entraîne. La réflexion sur le bruissement de la langue, expression très familière puisqu'elle a donné son titre à un recueil d'articles posthumes, la réflexion sur le bruissement de la langue trouve son origine dans ce type d'expérience. Il la formule à partir d'une scène du film d'Antonioni sur la Chine, où dans une rue de village, des enfants lisent à haute voix, tous ensemble, des livres différents. Je cite: « Ce qu'on entend alors, c'est le sens m'était doublement impénétrable, écrit Barthes, par inconnaissance du chinois et par brouillage de ces lectures simultanées. Mais j'entendais la musique, le souffle, l'attention, l'application, bref, quelque chose comme un but. Quoi, suffit-il de parler tous ensemble pour faire bruire la langue, de la manière rare, empreinte de jouissance que je viens de dire? Nullement, bien sûr. Il faut à la scène sonore une érotique, au sens le plus large du terme, l'élan ou la découverte ou le simple accompagnement d'un émoi, ce qu'apportait précisément le visage des gosses chinois. » Alors, évidemment, la magie sonore, les phénomènes acoustiques d'amplification et de brouillage sont démultipliés par l'incompréhension, mais cette incompréhension ou cette démultiplication rend les voix à leur corps. En s'affranchissant du sens, la langue, la lecture retrouvent leur pouvoir de fascination. Ce qui rend l'étranger attirant tient ainsi en grande partie à l'état d'ouverture sensorielle instauré par les langues inconnues. De même, au Maroc, Barthes fait la double expérience de l'amour et de la langue étrangère, même si l'expérience qu'il en fait est différemment étrangère. Incident, mais aussi le séminaire que Barthes donne sur la polysémie à Rabat, marque une attention soutenue, et même à la langue arabe. Toujours très près des textes, il s'interroge à des phénomènes de polysémie, faisant un large usage de l'ouvrage de Jacques Berck et de Jean-Paul Charnay, L'ambivalence dans la culture arabe. Il s'intéresse par exemple aux exemples d'homonymes à sens contraire, ce qu'on appelle en arabe les al-haddad, que Barthes en français appelle les énantiossèmes, enfin en français, enfin dans un élogisme emprunté au grec. Donc les termes qui peuvent recevoir deux sens opposés, comme le mot hôte en français. Puisque ces exemples d'homonymes à sens contraire multiplient les possibles et rompent avec les principes de stabilité, de causalité. Barthes analyse ainsi, dans son cours sur la polysémie, Azrun, force, faiblesse, Batnoun, qui veut dire à la fois mer et terre, Javnoun, qui veut dire à la fois noir et blanc, etc. Barthes voit dans ces ambivalences une manière de travailler contre la logique argumentative et rationnelle entièrement tendue vers le sens, au profit d'une extension de ces possibles. C'est encore un principe de délicatesse qui déborde l'alternative, brouille ou retarde le sens. Barthes trouve cette même ouverture dans le jeu sexuel. Je le cite, c'est dans Digression, dans un entretien. L'interdit sexuel est entièrement levé, non au profit d'une liberté mythique, concept tout juste bon pour satisfaire les timides fantasmes de la société dite de masse, mais au profit de codes vides, ce qui exonère la sexualité du mensonge spontanéiste. Les oppositions sont défaites, donc, par ces bipolarités ou ces ambivalences. C'est le cas aussi dans la cuisine, qui fournit de cela toute une gamme d'exemples. Barthes dit de multiples et savantes combinaisons ambiguës
cuisine de Fès, citadinité, pstalla, poulet au sucre, brouzia, plat de l'Aïd el-Kébir, mouton au miel, etc. Donc bien avant que la question du bilinguisme ne soit inscrite comme une évidence pour la littérature ou la pensée de la littérature, Barthes met en lumière la force de ce français écrit depuis une autre langue et pouvant, là encore, décentrer le sujet européen. C'est la beauté qu'il trouve à la lettre de Djilali, qu'il reproduit dans son autoportrait Roland Barthes par Roland Barthes, dont la langue dit en même temps la vérité et le désir, dit-il. Mais c'est aussi le relevé des étrangetés linguistiques dans Incident, qui sont une façon de faire glisser les signes et qui produisent chez lui une véritable fascination. Je donne quelques exemples. J'aime le vocabulaire d'Amidou, écrit Barthes, rêver et éclater pour bander et jouir. Éclater est végétal, éclaboussant, dispersant, disséminant. Jouir est moral, narcissique, replet, fermé. Ou encore, Selam, vétéran de Tanger, s'esclave parce qu'il a rencontré 3 Italiens qui lui ont fait perdre son temps. Il croyait que j'étais féminine. Ce qui fait écho à cette note fascinante du fichier journal qui date de la fin de la vie de Barthes, 12 novembre 1979. Ce jour anniversaire de ma naissance, j'ai fait 10 fois en écrivant le même lapsus. Je me suis mis dans les adjectifs et les participes passés au féminin. Je suis désolé et eux, etc. C'est encore, pour revenir au Maroc, la rêverie sur les noms arabes, si sensible dans ce texte qui semble tout effleurer comme des surfaces. Najib, Laoussine, Abdessalam, Internat Tétouan, Mohamed aux mains douces, Azemmour. Ce sont des sons, ce sont des rythmes, des formules d'avant la phrase qui reconduisent à l'utopie langagière rêvée dans l'empire des signes ou dans le plaisir du texte, lorsque Barthes, dans le plaisir du texte, évoque la stéréophonie d'une place de Tanger. Cette passion des langues très étrangères permet de ne pas maintenir la langue dans son statut de langue, mais de la rapprocher de l'écriture, d'abord au sens le plus matériel du terme. L'expérimentation d'une pratique graphique presque quotidienne pendant plusieurs années révèle ce souci, cette recherche d'une langue autre, libérée des contraintes du sens, tout en conservant des pouvoirs d'expression. Les lecteurs de Barthes, qui découvrent pour la première fois cette activité par la couverture du Roland Barthes par Roland Barthes en 1975, sont prévenus du sens à accorder à cette pratique, puisque la graphie pour rien ou le signifiant sans signifier sont les légendes qu'il donne à 2 de ses dessins. Peut-être parce que nous les regardons de manière biaisée, comme des œuvres d'écrivains et non pas comme des œuvres d'artistes, il nous est difficile de ne pas les penser en termes de traduction. Elles semblent, ces œuvres graphiques de Barthes, comme la transcription graphique d'une sensation infraverbale ou, on pourrait dire peut-être, la sténographie d'une émotion. Elles font entrer provisoirement dans un monde peut-être enfantin, qui a à voir en tout cas avec les griffonnages enfantins ou spirituels, un monde sans langage formé, sans pensée préconstruite. La pratique, outre qu'elle invite à ce flottement nécessaire au travail de l'écriture, est donc vraiment expérimentale dans l'ensemble d'une recherche touchant à l'écriture et à la réflexion sur l'écriture. Et l'un des intérêts les plus grands à observer ou à comprendre cette production plastique de Barthes consiste à la lire dans le prolongement de cette réflexion. Les graphies imaginaires ne sont ni des mots, ni des dessins, mais l'union des deux, grâce à une nouvelle expérimentation du neutre, pourrait-on dire, une oscillation entre 2 mondes que tout sépare, le lisible et le visible, réunis ici dans le scriptible. On montre qu'il y a des signes, mais pas de sens. Barthes s'intéresse alors à des écritures qui s'inscrivent dans un système situé hors du déchiffrement. Il s'intéresse par exemple aux dessins, aux écritures d'André Masson, de Réquichot, qui se débarrasse de toute signification, de tout alibi référentiel, affranchissement qui est pour lui la condition même de l'apparition du texte. Or, et là je vais citer quelque chose qui m'a beaucoup frappé aussi dans Variations sur l'écriture, l'intéressant, le stupéfiant, écrit Barthes, c'est que rien, absolument rien, ne distingue ces écritures vraies et ces écritures fausses. Aucune différence, sinon de contexte,
entre le déchiffrable et l'indéchiffrable. C'est nous, notre culture, notre loi, qui décidons du statut référent d'une écriture. Cela veut dire quoi? Que le signifiant est libre, souverain. Une écriture n'a pas besoin d'être lisible pour être pleinement une écriture. Alors, le travail de Barthes va du coup consister, pour recevoir et faire quelque chose de cet attrait des écritures ou des langues absolument étrangères, au point qu'elles échappent donc à la compréhension, en mettant à distance sa propre langue grâce au détour par d'autres langues. Il s'agit d'infléchir les règles grâce à des effets d'étrangeté sonore. Il s'agit de remettre du rythme et de l'oralité dans la graphie, qui sont des manières de résister à l'arrogance des langages. Alors le premier moyen employé pour le faire est le néologisme, et le second, je vais les examiner successivement pour finir, le second est l'élaboration d'une rythmique de la phrase comme unité de mesure de la pensée, unité de mesure aisément reconnaissable, par quoi l'on crée une langue vraiment maternelle, affranchie de l'autorité du standard et de la grammaire. Alors on s'est beaucoup parfois moqué, parfois inquiété, parfois on a parfois admiré la propension de Barthes à forger des mots rares, des mots nouveaux, ou à les reprendre, comme acratique, bathmologie, énantiosème, que j'ai déjà cité, hyphologie, catamnèse, etc., etc. Et ce qui apparaît à certains comme le comble de l'intimidation savante est en fait, je veux l'affirmer ici, presque l'inverse. Et pour moi, la réponse qu'il propose à l'oppression des langages. La propension de la langue à s'user, à produire des idées toutes faites, des figures mortes, le conduit, l'enjoint à la faire bouger, à la découper autrement, à aller rechercher, par exemple, dans les langues mortes, des choses que l'on peut réactiver, à raviver la langue en allant chercher dans son plus lointain ou dans son plus extérieur. Barthes ne veut pas se contenter du vocabulaire qu'il a à sa disposition, mais forger des termes qui disent exactement ce qu'il veut dire. Ou bien se servir des mots qui ont deux sens en activant le mouvement qui va de l'un vers l'autre. Surtout pas pour qu'on choisisse un des deux sens, mais pour activer le mouvement qui va de l'un vers l'autre. Par exemple, crudité dans son sens alimentaire et dans son sens sexuel, ou fraîcheur dans le sens de température ou de nouveauté. Là encore, il y a quelque chose d'enfantin dans ces opérations, d'inventer des mots, de leur donner d'autres sens. Pratiquer le néologisme, c'est accueillir également l'étranger dans la langue. Les emprunts font venir un ailleurs parfois très lointain dans le temps, comme je le disais à propos du grec et du latin, ou parfois très lointain dans l'espace. Ainsi, le mana, concept polynésien introduit dans la langue française par Mauss, qui renvoie au principe d'influence et que Barthes reprend régulièrement, ou le néologisme d'énantiologie, d'après l'adjectif grec énantios, opposé, pour désigner le discours de l'homosexualité comme discours d'inversion ou de renversement, qui apparaît aussi comme une loi d'expansion. Un nouveau qui ne soit pas entièrement neuf, tel serait l'idéal des arts, des textes, des vêtements. C'est en quelque sorte la formule du néologisme, de l'innovation dans la langue, mais qui porte encore une mémoire de la langue. On supplée par le néologisme à une absence, tout en faisant remonter un oubli. Tout est là encore affaire de degrés, et il faut trouver des mots pour les dire. C'est de cette façon que le goût pour la bathmologie, c'est le nom que Barthes donne à la science des degrés, rejoint le plaisir de la néologie. La science des échelles invite à s'installer à l'intérieur de la langue pour l'inventer, la réinventer, à être des maniaques du second degré, dit Barthes. Le travail de la langue doit rejeter le simple, le dénoter, la répétition innocente. Il doit témoigner d'un pouvoir de décentrement ou de déboîtement. Si j'ôte le cran d'arrêt de la raison, de la science, de la morale, si je mets l'énonciation en roue libre,
J'ouvre alors la voie d'une déprise sans fin. J'abolis la bonne conscience du langage. Et le néologisme est une des façons de déboîter la langue, de réfléchir sur elle, tout en la subvertissant. Une autre manière peut-être de faire entendre autrement des mots courants, ce que Michel Deguy appelle le néologème. Ce n'est pas une invention ou réinvention lexicale, mais une façon nouvelle de prendre un terme, comme la fadeur, par exemple, que Barthes ne connote plus négativement comme une absence de goût, mais comme une pacification ou comme une égalisation des choses. Dans le texte de Roland Barthes par Roland Barthes sur le second degré, l'écrivain suggère qu'une science des degrés du langage serait proprement inouïe, car elle ébranlerait les équilibres institués pour l'expression, pour la lecture, pour l'écoute. Cette quête, à la fois intellectuelle et poétique de l'inouï, de ce qui littéralement n'a pas pu encore être entendu, n'a pas pu faire l'objet d'une écoute, conduit Barthes à une véritable pensée de la phrase. Celle-ci doit réaliser le vœu du concret mémorable, porteur de vérité. Ce qui naît d'un seul mouvement, comme vu et phrasé, explique-t-il dans son dernier cours au Collège de France, La préparation du roman. Si l'idéal de cette forme est pour lui la notation, c'est que celle-ci reste en prise avec la vie, à la fois avant, pour la chose vue, ou l'incident qui l'appelle, et après, en créant la vie même. À ce niveau, et je cite encore la préparation du roman, vivre, au sens le plus actif, le plus spontané, le plus sincère, et je dirais le plus sauvage, c'est recevoir les formes de la vie des phrases qui nous préexistent, la phrase absolue qui est en nous et nous fait. Le rythme particulier et idéal en est l'incident, fantasme d'un rapport immédiat mais éphémère au réel, à l'être là des choses dont l'écriture rend compte sans aucune connotation. Une sorte d'évidence du réel qui s'empare de celui qui écrit et qui, sans transition, échoue dans le texte, en deçà de toute oppression. Les remarques sur le haïku en font le type exemplaire de cette notation du présent. Le haïku met en jeu le sentir-être du sujet, la pure et mystérieuse sensation de la vie. Il y a un présent de la sensation, du sentiment d'être au monde, du temps qui passe et du temps qu'il fait. Et l'enchantement qui en résulte provient, là encore, du dépassement de la question de la langue. Barthes se dit touché et concerné par le haïku, au-delà de l'opacité de la langue dans laquelle il advient pour lui. Cette familiarité paradoxale, la seule qu'il ait avec une poésie traduite, il l'explique par la forme qui englobe la vérité de l'instant. C'est la dernière citation que je donnerai, presque la dernière. Tout rythme, écrit-il, a pour fonction d'exciter ou d'apaiser le corps. Ce qui, à un certain niveau, à un point éloigné, profond, primitif du corps, est la même chose. Exciter ou apaiser le corps, par la formule, c'est intégrer le corps à une nature, le réconcilier, faire cesser sa séparation, le désevrer. Donc ça, c'est un des néologismes les plus magnifiques de Barthes, puisque désevrer, ça veut dire séparer de la séparation, littéralement. C'est déséparer, voilà. Cette écriture non séparée du monde, débarrassée du code et des maîtres scolaires, toujours désirable, toujours en mouvement, peut rejoindre dès lors l'idée de langue maternelle, telle que Barthes pourrait l'imaginer, porteuse de la bienveillante neutralité de la mère, jamais oppressante, et de sa noblesse aussi. Le syntagme de langue maternelle apparaît peu chez Barthes et jamais dans son sens socio- ou psycholinguistique. Il s'oppose à la fois à la langue nationale et aux langues étrangères. Si les langues très étrangères, comme le japonais, peuvent représenter le fantasme de l'autre, la langue maternelle, dessinant le territoire de l'ombilical, comme il l'écrit dans Roland Barthes par Roland Barthes, instruit une forme de non-appartenance, tout en renouant avec cet espace du désevré, cet espace de la non-séparation. Ce désevré qui n'est pas l'absence d'œuvre,
Évidemment, Barthes joue avec le désœuvré, mais l'absence de sevrage, l'absence de coupure, et qui, du coup, par là, peut rejoindre le désœuvrement de l'écriture. De la langue maternelle, Barthes fait un don double, comme en témoigne un des essais critiques évoquant la musique. Je cite, « Je crois que l'irruption de la langue maternelle dans le texte musical est un fait important. Pour en rester à Schumann, l'homme aux deux femmes, aux deux mères, point d'interrogation, dont la première chantait et dont la seconde, Clara, lui donna visiblement la parole abondante, sans leader en 1840, l'année de son mariage. L'irruption de la Muttersprache dans l'écriture musicale, c'est vraiment la restitution déclarée du corps. Cette langue se rapproche alors du non-langage, et ce sont chez Barthes des formules lumineuses, non susceptibles de commentaires critiques, comme « c'est ça », expression récurrente à partir du plaisir du texte, ou encore « voilà », mot de l'intimité avec la mère, dont l'écho, après sa mort, fait venir des larmes, comme le rapporte l'une des fiches du journal de deuil. Après-midi triste, brève course. Chez le pâtissier, futilité, j'achète un financier. Servant une cliente, la petite serveuse dit « voilà ». C'était le mot que je disais en apportant quelque chose à maman quand je la soignais. Une fois vers la fin, à demi inconsciente, elle répéta en écho « voilà, je suis là », mot que nous sommes dit l'un à l'autre toute la vie. Ce mot de la serveuse me fait venir les larmes aux yeux, je pleure longtemps, rentrée dans l'appartement insonore. La langue maternelle est celle qui fait sortir du métalangage, ce qui n'est pas sans paradoxe, mais c'est ce paradoxe qui peut seul permettre de rapprocher la langue de l'écriture et, pourquoi pas, du roman. Une dernière citation, toujours du journal de deuil. « Moi, si intellectuel, du moins accusé d'être tel, moi tellement tissé d'un métalangage incessant que je défends, maman me dit souverainement le non-langage. » La langue très étrangère et la langue maternelle se rejoignent ainsi en se rapprochant toutes deux de l'écoute et du silence, de l'union et du mouvement, valeurs qui sont précisément celles que Barthes prête à l'écriture. Merci beaucoup, cher Tiphaine. Vous nous avez, autour de ce que je savais devoir être un beau sujet, fait passer par beaucoup de lieux et de lieux très importants et émouvants dans l'œuvre de Barthes. Et je ne vais pas monopoliser la parole de nouveau parce que je crois qu'il y aura beaucoup de questions. Je voulais simplement dire que ce que vous avez dit vers la fin de votre parcours sur le présent me paraît extrêmement important. Ça rejoint toute cette thématique de l'importance du présent pour Barthes. C'est quelqu'un qui a toujours tenu et affirmé depuis ses années de sanatorium, depuis le moment où, pensant qu'il va échapper à la mort, il va peut-être mener la vie intellectuelle qu'il souhaite mener et qui annonce ses projets dans une lettre à un camarade que je trouve très émouvante, qui est de 1945 et qu'a publié Éric Marty l'an dernier, et où il dit « Tiens, je vais travailler sur Michelet ». Mais Michelet, est-ce que c'est pas quand même un petit peu vieux jeu, Michelet, etc. Et il y a une lettre, il y a un passage très beau où il dit si on ne peut pas travailler Michelet aujourd'hui au présent, en 1945, si ça n'a pas le sens du présent, alors je laisserai tomber impitoyablement le vieux satire. J'aime beaucoup cette définition de Michelet par le jeune et insolent Roland Barthes. Mais il y a aussi toute une chose passionnante, j'y pensais en vous écoutant, c'est très éclairant sur l'indifférence de Barthes aux traductions aussi. C'est-à-dire, il est notoire que Barthes s'est tout à fait désintéressé des traductions de ses propres livres, y compris dans les langues où il aurait pu, en tout cas, en prendre connaissance, ce qui explique sans doute en partie pourquoi une bonne partie de ses traductions en anglais, par exemple, sont si, disons, défectueuses en nombreux points et éloignées du texte. Tout ça, parce que Barthes n'y a pas prêté le moindre
intérêt parce qu'au fond, il me semble que ce qui ressort de ce beau parcours que vous nous proposez, c'est que la phrase, elle est au fond le privilège du français. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans l'ordre de la phrase, il y a d'un autre côté, il y a ce monde merveilleux qui est le monde du bruissement, et de tous les bruissements du monde, c'est le cas de le dire. Et puis de l'autre, il y a le monde de la phrase, qui est quand même le monde qu'il valorise le plus dans le dernier cours, en disant que c'est la phrase qui devrait être défendue, que c'est la phrase et la disparition de la phrase, la destruction de la phrase, qui est aujourd'hui un problème de société dont personne ne s'occupe. Et la phrase, évidemment, ne peut renvoyer à ses yeux qu'à la langue française. Il n'y a pas de phrase en dehors de la langue française. Tout ça fait donc une cohérence très forte et très idiosyncratique, en même temps très propre à Barthes, je crois. Et je voudrais maintenant laisser la parole, Antoine.